Bonjour à tous et bienvenue dans le Cercle des Cariatides. Il est 17h et vous êtes sur IRM.radio, la radio qui scanne ta vie, et dans l'émission qui scanne la vie des femmes. Alors, les Cariatides, le Cercle des Cariatides, c'est une émission qui est centrée sur les femmes, qui va vraiment au fond des choses. On va aborder au cours de cette saison des sujets dont on parle peu ou qui sont tabous. On va s'intéresser à vous proposer des pistes de réflexion qui bousculent les préjugés, qui sortent des sentiers battus et qui donnent à réfléchir surtout. On aura aussi des capsules coaching. Et aujourd'hui, je suis en présence de ma très chère Jennifer. Coucou. Coucou Jennifer. Il y a également Alexia qui va se joindre à nous dans quelques minutes. On va se régaler. Je vous promets qu'on va se régaler. On va voyager à travers le temps, à travers l'espace. On va parler de certains diktats de la mode qui s'invitent dans le milieu professionnel et qui deviennent une source de très grande souffrance pour certaines femmes au pays du soleil levant. Nous allons vous révéler une attitude extraordinaire qui a fait exploser la carrière de la première dame du jazz, Ella Fitzgerald. Et on va également s'intéresser à une tendance qui remet complètement en cause le sacro-saint instinct maternel qu'on associe traditionnellement aux femmes. Alors après cette émission, je pense que vous verrez les choses différemment et c'est une très très importante nouvelle piste de réflexion. Mais pour commencer, le cercle des cariatides, pourquoi ce titre si merveilleux? Alors, ce titre a une histoire. Il y a vraiment une raison pour laquelle c'est le titre qui a été choisi. C'est un titre qui représente vraiment l'ADN de cette émission. Alors, qui étaient les cariatides déjà, pour commencer? C'est un terme qui est associé à des statues de femmes qui portent un entablement sur leur tête. Je pense que vous avez peut-être vu des... C'est en Grèce, je crois, non? En Grèce, oui, voilà. Grecque, oui. C'est traditionnellement associé... Alors là, je suis en train d'essayer de vous montrer sur mon téléphone. Alors, c'est traditionnellement associé au baldaquin du temple de l'Érection sur l'acropole d'Athènes. Donc, traditionnellement, il y en avait 6. Celles qui sont présentes en ce moment, que vous verrez sur la photo, que vous voyez déjà, ne sont pas les originales. Les originales sont au musée pour les préserver de la dégradation. Juste éteint. Ah, merci de me dire. Voilà. C'est bon? Ok. Merci beaucoup. Donc, on en a 5 au musée de l'Acropole à Athènes et on en a une des statues qui est au British Museum. D'accord. Donc, on a aussi la chance d'avoir au Louvre le Salon des Cariatides. Donc, si vous avez l'occasion d'aller au Louvre, allez-y. Ce sont des statues qui datent du XVIe siècle et qui ont été sculptées par Jean Goujon en 1550, basées sur ce qu'on lui avait décrit des cariatides. Donc, il les avait jamais vus. Donc, à partir de la description qu'on lui a faite, il a imaginé et il a fait quelque chose d'assez remarquable parce que ce sont des répliques assez belles. D'accord. Et on retrouve aussi les cariatides dans l'art, dans les ameublements, dans aussi l'art africain, les tabourets notamment, certains trônes, certains plateaux. Donc, on les retrouve dans différentes cultures. Ce qui est intéressant, c'est qu'on ne connaît pas très bien l'origine du terme cariatide. Il y a vraiment différentes possibilités, mais ça reste quand même assez flou. Il pourrait s'agir de jeunes filles de la Laconie qui dansaient chaque année en l'honneur d'Artémis. Et on a également d'autres suppositions, mais ce qui m'intéresse particulièrement, c'est le symbole.
le symbole de pilier, parce qu'elle représente la femme qui est vraiment le pilier de sa famille, le pilier de la société, et qui est très importante, une vraie source de solidité. Il y a également un autre symbole qui me parle particulièrement, c'est que quand on voit ces cariatides-là, elles ont comme un genou plié, comme si elles étaient en marche. Et ça me plaît aussi qu'elles soient en mouvement comme ça, qu'elles soient en action et qu'elles se bougent quoi, pour faire avancer les choses. Oui. Est-ce qu'on peut se l'approprier, ce symbole de la femme en tant que femme moderne, être une femme qui est en action également pour sa mission, pour ses rêves, pour ses projets. Et le Dalai Lama a dit, vous l'avez peut-être déjà entendu, que le monde serait sauvé par la femme occidentale. Donc, il y a aussi cette idée de la femme qui est voilà, le pilier de la société, mais sur le plan large, mondial même. N'oublie pas que, sans te couper, n'oublie pas non. que l'on dit derrière chaque grand homme, il y a une femme qui se cache. Je pense à Michelle Obama, au couple Obama par exemple, et c'est vrai que sans Michelle par exemple, il l'a toujours dit, il ne serait pas là où il est arrivé. Donc, c'est tellement vrai. La femme, c'est un pilier, si on peut dire ça. C'est tellement vrai, je suis d'accord avec toi. Donc, les cariatides, en étant intégrés dans le titre de notre émission, ça donne tout de suite le là de l'angle, de la ligne éditoriale, des angles que nous allons intégrer dans chacune de nos émissions. Ce n'est pas la toute première, mais c'est vrai qu'on a fait une pause. C'est la première de l'année, oui. En revanche, c'est pas la toute première émission. On en a fait pas mal. On a commencé pendant l'été 2018 et ensuite on a commencé en 2019 avec toi notamment. Oui, je me souviens. Il y a eu plusieurs phases. Donc là, j'ai l'impression que c'est un peu la 3e saison, d'une certaine façon. C'est une série Netflix, ton émission. Oui. Exactement. Alors, est-ce que vous voulez savoir pourquoi le cercle ? Pourquoi le cercle des cariatides ? Oui, je suis curieuse. Je vais tout vous dire. Je vais tout vous expliquer. Alors, déjà, le symbole du cercle nous permet d'imaginer que tout le monde est inclus. Donc, si vous imaginez être assise comme on est autour d'un cercle, tout le monde a la même position, il n'y a pas vraiment de hiérarchie, on est égal et la voix de chacune compte de la même façon. C'est également cette idée de complétude qui est présente dans le symbolisme du cercle. Il y a aussi cette représentation de l'aspect féminin, c'est rond, c'est aussi représentatif de la matrice de la femme, la matrice de la terre-mère, nourricière. C'est vrai. Donc, c'est un symbole qui est très féminin, je trouve, également. C'est aussi le cycle de la vie qui est représenté avec la naissance, la mort, la renaissance, et c'est reparti. On a également cette idée que si on tombe hors du cercle, on perd un peu le rythme de la vie. C'est comme si quelque chose est cassé. Et ça permet également de reconnaître la sagesse de certaines traditions qui avaient déjà à cœur de faire les choses autour d'un cercle, notamment les traditions amérindiennes, où les discussions importantes se faisaient autour d'un cercle. Et d'ailleurs, j'ai lu qu'à un moment, quand les colons étaient arrivés, ça fait vraiment très longtemps, ils ont été choqués de les voir se mettre en rang et d'avoir un prêtre qui officiait devant. Pour eux, c'était vraiment choquant parce qu'eux, ils faisaient tout autour d'un cercle et tout le monde était vraiment à égalité d'une certaine façon. Donc, si on va vraiment un peu plus loin dans le temps, qu'on fait un petit voyage de plusieurs millénaires, c'est une tradition qui a commencé, on
on ne sait même pas quand. Au début, les femmes s'isolaient pendant leur menstruation, pendant leur temps de lune, et elles restaient entre elles. Elles restaient entre elles pour se poser, pour se reposer, pour avoir des visions, parce qu'elles considéraient que pendant cette période de leur cycle, elles étaient un peu plus connectées, elles avaient accès à plus de sensibilité psychique, émotionnelle. Donc, les gens de la tribu n'auraient jamais imaginé leur dire non, vous ne pouvez pas vous isoler, parce que tout le monde bénéficiait de ce qu'elle ramenait. Elle ramenait ce trésor-là qui était cette quête, qui était cette vision. Donc, quand elle revenait, tout le monde leur disait alors, c'était quoi vos rêves? Quelle était la vision que vous avez eue? Et tout le monde attendait avec beaucoup d'impatience. Et il y a aussi cette idée, quand on est dans un cercle, de permettre à tout le monde d'avoir la parole de façon égale. Dans la tradition amérindienne, de nouveau, il y a ce concept de bâton de parole. Donc, c'est un bâton que chaque personne va créer selon ce qui l'anime. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on ne parle que quand on a le bâton. Donc, ça permet à la personne qui n'a pas le bâton d'être complètement à l'écoute et de ne pas... ouais, bien sûr. Je pense que certaines peuvent penser quand même à autre chose, mais il y a quand même cette invitation à être présente, à vraiment pas écouter. Couper la parole. Et puis... Exactement. C'est ça. Ne pas couper la parole. Et, c'est une tradition très respectueuse. Oui. Alors là, c'est Alexia qui vient de parler. Alexia il devrait faire ça dans les débats, des fois politiques et tout. Oui, passer un bâton et tout. ouais. Alors Alexia nous a rejointes. Bienvenue. Merci. Ça permet aussi d'honorer l'interlocuteur et en honorant son temps de parole. Et quand on est dans le silence, parce qu'on est à l'écoute, on est vraiment présente. Et la personne qui parle dans ce genre de cercle se concentre sur son expérience, sur son ressenti, sur un sentiment, sur une croyance, mais ça reste vraiment très individuel et c'est ce qui est encouragé. Ça permet aussi bien sûr de ne pas accaparer la parole, mais aussi de permettre d'avoir une parole qui est concise, qui est précise, parce que quand les autres parlent, on a le temps de mûrir ce qu'on va partager. On n'est pas dans la réactivité, dans l'impulsion de tout de suite dire à chaud ce qui nous anime. Donc, ça permet aussi d'avoir énormément de maturité dans les propos qu'on partage. Alors, j'ai participé à pas mal de cercles de paroles qui sont inspirés de ces traditions-là, où ce qui est vraiment encouragé, c'est apprendre à se réapproprier son intuition, son corps, valoriser ses émotions, formuler sa vérité pour s'affirmer, pour faire preuve d'audace, mais surtout pour prendre sa place et aussi être encouragé par les personnes avec qui on est, donc les autres femmes, être encouragées, et aussi avoir cet effet miroir. Parce que quand on entend quelqu'un partager une expérience, parfois on se dit « Ah ben tiens, j'ai vécu la même chose ». Ou on se dit « Ah non, j'ai jamais vécu ça », mais on bénéficie quand même des leçons sans avoir à nécessairement vivre la même expérience. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'entendre un truc et de vous dire « Ah ben tiens ». Je ne vais pas le faire. Oui, tout à fait. Et des cercles, ça vous dirait? Ça vous inspire? Ça vous c'est inspirant parce que ça permet d'essayer aussi de se remettre en question et de se connaître mieux soi-même également. Ouais, tout à fait. C'est un peu un reflet de l'autre également. On a un peu l'impression d'avoir une autre personne en face de nous. Et ça nous permet également de nous voir, de voir nos défauts, nos qualités. Vrai. C'est un miroir. Voilà, c'est un miroir en fait, le cercle. Et c'est très inspirant.
Il y a un de mes mentors qui disait toujours qu'il y a ce qui s'appelle la sagesse du cercle et que ce dont on a besoin va nous être apporté par quelqu'un du cercle. On ne sait pas forcément qui, mais il y a quelqu'un qui a un médicament pour nous, qui va dire quelque chose, qui va parler de quelque chose, qui va nous inspirer, qui va résonner. Et donc, il disait toujours, toutes les personnes qui sont dans le cercle ont quelque chose de précieux pour nous. Et c'est un peu ce que tu disais. Parfois, on voit et puis on a l'impression de se reconnaître. Et lui, il disait toujours, tu es moi déguisé en toi. C'est pas mal. Ça, c'est bien ça. Bien trouvé. Et c'est vrai. Ouais. Il disait toujours ça en anglais. Il disait, it's you disguised. Non, it's me. You're me disguised in you. Voilà. Alors, si ça vous intéresse, on pourrait tout à fait organiser un cercle et je vous inviterai parce que j'en facilite également. Et c'est une de mes passions parce que je trouve que ça nous permet de ne pas être dans notre mental, de ne pas être dans l'action qui est plus du masculin et pour la nature féminine qui est plus cyclique. On a besoin d'un fonctionnement qui nous permettrait de nous ressourcer, mais aussi qui nous permettrait d'être en communauté, parce que c'est très nourrissant pour le féminin en général. Alors, une autre chose qui est très nourrissante pour le féminin, c'est une aptitude et une attitude qui a permis à une des plus grandes artistes du monde d'exploser professionnellement, de passer de inconnue à star. Alors, Jennifer, qui est cette femme et quelle est cette aptitude qui a permis que tout change pratiquement du jour au lendemain dans sa carrière? Déjà, je tiens à préciser que j'ai eu beaucoup d'émotions qui sont survenues quand j'ai rédigé cette chronique, parce qu'il faut avouer que c'est une histoire vraiment émouvante. C'est l'histoire entre Marilyn Monroe, le sexe symbole des années 50, et Ella Fitzgerald, la grande chanteuse de jazz. Et franchement, deux femmes que j'adore, qui m'inspirent. Oui, ce sont deux femmes inspirantes. L'une est vraiment le sexe symbole des États-Unis à l'époque. Elle a fait des films, elle est une chanteuse incroyable et autres. Et l'autre personnalité, elle est une grande chanteuse de jazz avec une voix vraiment très chaleureuse, très puissante et très talentueuse également. Et ce qui réunit déjà ces deux femmes, c'est leur passé, puisque Marilyn Monroe a eu une enfance un peu difficile comme Ella Fitzgerald. Marilyn Monroe n'a jamais connu son papa. C'est vrai. Voilà, et en plus, elle a eu une maman qui était un peu psychologiquement instable. Donc, elle a été baladée des fois en foyer. Elle a subi également des abus sexuels étant jeune aussi, donc... on peut dire que c'est vraiment une enfance très, très difficile. Et Ella Fitzgerald également, elle est née dans une famille américaine à Harlem. Et elle a été abandonnée par un de ses parents et également a été contrainte de bonheur à travailler comme guetteuse dans les bars et tout, comme elle était déjà avec un physique déjà imposant, puisque c'était une femme noire, certes, mais une femme ronde aussi. Donc voilà, donc on peut dire que c'est un peu, on va dire, le contraire de Marilyn physiquement, mais au niveau du passé, c'est vraiment ce qui a rapproché ces deux femmes. Et Marilyn avait tout au long de sa carrière une carrière brillante, mais elle avait une vie personnelle vraiment très malheureuse. Elle était très, elle voyait tout en noir, un peu comme Charles Baudelaire. Elle était un peu, comment dire ça, pas dépressive je vais dire, mais elle avait un passé assez, je
je trouve pas le mot, vous dire que, enfin, tout était noir, quoi. Oui. Elle était heureuse. Le spleen. Voilà, le spleen. Elle était heureuse, entourée, quand elle faisait son métier, entourée de ses fans, de ses admirateurs, et puis dès qu'elle rentrait chez elle, c'était le noir complet. C'était la dépression, c'était les pleurs, les larmes et autres. Et elle consultait régulièrement un psychologue qui l'aidait, qui l'a beaucoup guidée, et elle lui demandait qu'est-ce qu'elle pouvait faire quand même pour surmonter ces petites crises d'angoisse. Et lui a dit je vous recommande une chanteuse en ce moment qui commence à décoller. Je vous recommande d'écouter les CD, les CD, excusez-moi, ça n'existait pas, les vinyles, les vinyles d'Ella Fitzgerald. Donc c'était une sorte de thérapie. Une thérapie artistique, une thérapie musicale. Et elle a dit, Marilyn, qu'elle était des fois dans sa baignoire avec sa bouteille de champagne, des bougies allumées, et elle mettait le vinyle d'Ella Fitzgerald. Et si vous voulez, c'était une musique qui faisait ressortir en elle toutes ses émotions, toute sa tristesse, et c'était son médicament artistique, on va dire. C'est vrai que la musique est thérapeutique. C'est thérapeutique, même nous, je pense, quand ça va pas, ou même quand ça va. Exactement. C'est clair. Ça t'emmène dans un autre univers. Ça te fait voyager, ça te fait même rêver, quoi. Tout à fait. Moi, j'ai que tu n'es pas. Moi, j'ai des playlists par émotion. Oui. Donc, quand je vis des émotions particulières, je mets certaines playlists pour aller encore plus loin dans l'expérience et vraiment évacuer encore plus rapidement. Donc, j'ai des playlists de tristesse, des playlists de joie, playlists de colère. Et là, tu vois, je crie, je peux crier dans des oreillers. Vraiment, mais ça, tu vois, sont des chansons que j'écouterais pas dans la vie. Oui, naturellement, quoi, comme ça. Mais c'est vraiment, ça réveille des choses puissantes. C'est clair. Donc, Marilyn... C'était Ella. C'était Ella Fitzgerald. Sa thérapie. C'est sa thérapie. Alors, elle a cherché à en savoir plus sur cette chanteuse. Elles se sont rencontrées en 1954 pour la première fois. Elles ont appris à se découvrir. Et Ella Fitzgerald a confié à Marilyn que sa carrière va très, très bien en ce moment, mais qu'elle aimerait bien aller plus loin et que son rêve, c'était de chanter au Macambo, qui se situe à Hollywood, en Californie. Mais qu'on lui a fermé les portes au nez parce que, c'est une femme noire, je rappelle le contexte de l'époque, une femme noire, ségrégation raciale et tout. Et en plus, d'après le patron du Macambo, elle ne va pas apporter des fans, des admirateurs dans la mesure où son physique n'a rien à voir avec celui de Marilyn. Elle n'est pas glamour pour l'époque. Ouais. Moi, je la trouve très pulpeuse, très jolie, mais pour l'époque, elle n'est pas glamour du tout. C'est une femme ronde. Voilà, donc non, hors de question qu'elle aille chanter au Macambo. Elle va nous faire fuir les clients, quoi. C'est ce qu'il a voulu faire comprendre. Et Marilyn a vraiment pris très, très à cœur ses mots et elle a dit qu'elle va peut-être faire quelque chose. Et les jours suivants, elle a contacté le patron du Macambo et elle a dit qu'Ella est une grande amie à elle, qu'il faut la laisser se produire pendant quelques semaines au Macambo, la laisser chanter. Et en échange, elle viendra tous les soirs avec ses amis acteurs hollywoodiens, ses amis chanteurs, tous ses amis, toute la clique du cinéma, toute la clique du show business. Une proposition impossible à refuser. Mais oui, impossible à refuser. Elle était influente, elle connaissait la famille Kennedy, enfin, elle avait du monde, elle connaissait du monde et elle faisait fureur à l'époque. Et le patron du Macambo, il ne pouvait pas refuser, quoi. Donc, il a laissé Ella Fitzgerald chanter ses titres au Macambo. Et après, boum, c'est là que la carrière d'Ella Fitzgerald a vraiment décollé. Puisqu'au début, elle était quand même connue et autres, mais... Le Macambo, si vous voulez, c'est un bar tremplin, quoi. Si on veut se faire connaître, c'est comme nous, le Zénith de Paris ou Bercy. Bercy, excusez-moi, maintenant c'est l'Accor Arena. Voilà, ça a changé. Mais ce sont des lieux, des endroits où il faut se produire. Ouais. Et après, sachant que Marilyn n'a jamais tenu sa promesse, vous le savez. Je me suis renseignée par la suite. Elle n'est jamais venue avec ses amis. Non, pas un soir. Mais le patron du bar a reconnu que quand Ella venait chanter, que les salles étaient à craquer. C'est pour ça qu'elle a pu revenir maintes fois se produire au Macambo. Donc, beaucoup de gens connaissaient la promesse de Marilyn. Oui. À ce patron. À ce patron, oui. C'est pour ça qu'ils venaient, donc ils espéraient à chaque fois que ça serait le bonsoir. Aussi, peut-être. Okay. Voilà, mais... je ne savais pas cette suite de l'histoire. Même moi, ça a fait une chute. Ah, wow. Et j'ai dit, bon, mais en tout cas, on peut dire que Marilyn a beaucoup contribué. Ah bah, ça a marché puisqu'elle faisait les salles, elle remplissait les salles. Et elle a eu plein de propositions de spectacles, Ella Fitzgerald, suite à ça, et de collaborations avec de grands jazzman. Ouais. Et on peut dire que Marilyn, vraiment, elle a fait une belle action, un bel acte. Franchement, elle l'a permis à se propulser et voilà.
c'est donnant-donnant. Je dis que Ella est le médicament de Marilyn et Marilyn l'a aidée. Et elles sont restées amies pendant 10 ans. L'amitié a été rompue suite au décès de Marilyn en 62. C'est ce qui a rompu leur amitié. C'est une belle histoire. Moi, ce que ça m'inspire, c'est justement cette solidarité féminine qu'on voit pas forcément beaucoup. Ça existe, hein, c'est sûr, mais c'est pas médiatisé. Enfin, on voit plus les petits coups bas. Enfin, c'est surtout des petits messages que les filles entre eux sont très méchantes, elles sont jalouses, elles sont dans la compétition. Mais il y a aussi de belles histoires comme ça où on s'élève mutuellement. Dans la complémentarité, finalement, avec le talent de Ella et puis la popularité de Marilyn, en fait, et le tout fusionné donne quelque chose d'explosif. C'est ça, et j'en suis sûre explosif. Et j'en suis sûre que dans notre époque moderne, il doit en avoir d'autres, des complicités féminines artistiques, mais on en parle. Je pense que ça doit pas être très médiatisé. Je pense à toutes les grandes stars comme Madonna ou Mariah Carey, par exemple, qui s'est mis à chanter avec Justin. Bon, c'est pas une fille, mais Justin Bieber pour l'aider à percer, ou Madonna qui a collaboré aussi avec quelques chanteuses pour permettre à la chanteuse de propulser sa carrière. Donc, je pense à toutes ces femmes. On n'en parle pas, mais il y en a, hein, je pense. Et vous, personnellement, est-ce que vous avez, dans votre histoire, eu l'occasion de côtoyer des femmes qui ont fait une différence aussi significative dans votre vie professionnelle ou privée, ou est-ce que c'est plutôt l'inverse qui a été le cas? Je réfléchis. Là, tu me ça veut dire chaud, que... Si, il y en a, mais... attends, laisse-moi bien me... Et toi, Alexia? Je réfléchis. Moi aussi. Je réfléchis. Donc, c'est pas des... en fait. Hein. Certainement, j'en ai eu aussi. Hein, mais c'était pas des... Bon, peut-être que vous en... Pas à l'échelle de Marilyn. Non, oui, voilà, c'est pour ça que c'est pas... D'accord. C'est pas présent dans votre esprit, mais il y en a quand même eu. Oui, des petites attentions qui m'ont permis d'accéder à certaines choses, mais c'est pas non plus, comme tu le dis, à l'échelle de Marilyn. Moi je réfléchis. Moi, c'est un souvenir qui remonte en fait à très 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 loin dans le temps. C'est une professeure de mathématiques. J'ai jamais aimé les maths. Et t'inquiète. On est dans le même bateau. Cette prof m'a inspirée, en fait. M'a donné le goût. Et je pense que c'est sa pédagogie, c'est sa manière d'enseigner, c'est sa manière d'enseigner, en fait, qui m'a vraiment donné le goût des mathématiques. Et elle m'a permis d'avoir justement une très bonne note au bac. Donc, c'est une femme qui a contribué justement à faire en sorte qu'aujourd'hui, j'exerce dans une carrière financière. Donc, où il y a... Toi qui n'aimes pas les maths. Voilà, c'est exactement. Extraordinaire. Comme impact. Voilà, tout à fait. C'est un bel exemple. C'est un très très bel exemple. T'as gardé des nouvelles? T'es resté en contact? Non, du tout, malheureusement. Parce que ça, tu vois, c'est le genre de retour qui lui ferait tellement plaisir de savoir qu'elle a eu une si grande influence sur une autre personne. Et je pense que c'est aussi ça, ce qui est beau dans le fait de faire une différence. Je ne sais plus quelle est la citation exacte, mais je pense que c'est anonyme d'ailleurs, mais je vais paraphraser à ma façon. C'est pas grave. C'est la plus belle, le plus bel impact, c'est de n'avoir aucune idée de l'impact qu'on a eu. Tellement ça nous dépasse, tellement c'est allé loin et tellement c'est des gens qu'on ne connaît même pas forcément. Parce que ça fait effet de boule de neige et voilà, ça s'est répandu. Et ça me parle, ça m'inspire beaucoup. J'ai adoré ce sujet, merci. Oh, mais je l'adore, je kiffe ce sujet. D'ailleurs, je vais écouter Ella Fitzgerald en rentrant tout à l'heure. Moi, j'ai son album également, je l'écoute beaucoup. Elle a une voix vraiment, oh mon Dieu, mais quelle puissance, quel timbre. C'est une belle thérapie. Hein. Ah oui. Je pense que je vais la rajouter dans une de mes playlists. Pour quelle émotion? Je pense que ça, c'est plus... je
sais pas, quand tu as un peu le blues, enfin... Ça dépend, ça qu'elle dépend. fait de tout. Elle fait des chansons gaies, joyeuses, elle fait des chansons plus posées. Elle va être dans plusieurs de mes playlists. Voilà, donc il y a de tout. Tout est bon dans Ella, voilà. C'est comme le cochon, tout est bon dans Ella. Oh, c'est trop beau. Oh là là. Oh. Donc, la solidarité féminine, c'est une de ces aptitudes et une de ces attitudes qui peut vraiment propulser une carrière, qui peut vraiment transformer une vie pour le meilleur. Alors, voilà, on peut penser à des femmes autour de nous qui pourraient en bénéficier. Enfin, il ne s'agit pas forcément de faire des choses comme Marilyn, mais chacune à notre niveau, on peut faire quelque chose. Parce qu'on a toutes des talents, des aptitudes, enfin des choses qui sont innées, qui sont faciles pour nous. Et voilà, il y a toujours quelqu'un qui pourra en bénéficier. Donc, mais solidarité féminine. Toujours. On retient. On retient. On retient. Une autre chose très importante. T'es tellement émue. Oui. Parce que c'est aussi une solidarité, d'une certaine façon, la solidarité féminine qui a permis à certaines femmes d'avoir une voix au pays du soleil levant par rapport à une souffrance physique qu'elles enduraient au travail. Tout ça à cause de certains dictats de la mode qui les obligeaient à porter un accessoire de mode que je trouve super inconfortable, que je peux très difficilement garder très longtemps. Et Jennifer, il s'agit de... Des escarpins. Aïe, aïe, aïe. Je pense que vous en avez toutes déjà porté au moins une fois dans votre vie. Ça peut être une source de torture pour certaines qui ne peuvent pas ne pas en porter. Vous imaginez, qu'on oblige. J'allais te le dire, imaginez-vous, on vous oblige de porter ces escarpins pendant, imaginer. Je sais pas, 8 heures d'affilée, debout. C'est incroyable comment ça tue le dos, les lombaires et les pieds surtout. Et les pieds, ça déforme les pieds. Ça déforme les pieds, ça donne des ampoules, enfin tout ce que vous voulez. Et au Japon, il y a eu, en France, on a eu le mouvement MeToo, mais au Japon, il y a eu le mouvement Kutsu. Pas Kutsu, excusez-moi, Kutu, qui vient du mot Kutsu et Kutsu, parce que Kutsu en japonais ça veut dire chaussure, mais prononcer Kutsu avec les deux U à la fin, ça devient douleur. Donc ça a été le mouvement Ku et Tu, comme MeToo. C'est le tout comme MeToo, voilà, c'est ça. Et c'est ça, T-O-O. Et c'est un mouvement qui a été créé par Yumi Ishikawa. C'est une grande comédienne au Japon. Et là-bas au Japon, les comédiennes, c'est un peu comme... Enfin, les artistes sont un peu vus comme... Ce sont des idoru, comme ils disent, un peu vus comme des dieux. Donc, quand un artiste dit quelque chose, il sera plus écouté peut-être par le secteur politique qu'un simple citoyen. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'elle s'est permise d'en parler, puisqu'au Japon, il n'y a aucune loi japonaise disant qu'il est obligé de porter des chaussures à talons au travail. Ah, c'est les entreprises qui l'imposent. C'est les entreprises qui imposent cela aux femmes. Ils disent que c'est beaucoup plus élégant, que les femmes japonaises, comme elles sont de petite taille, ça les relève un tout petit peu, et que c'est beaucoup plus élégant, et pas le droit de porter de ballerines, de baskets. Il faut porter les escarpins. Dans tous les métiers, que ce soit les métiers d'image, hôtessariat, vendeuse ou autre, ou même au bureau. Au bureau, pourtant tu es parfois assise ou quoi, mais il faut porter les escarpins, c'est beaucoup plus élégant. C'est la première chose que je fais, j'enlève mes talons dès que je suis assise et que ça se voit pas. Mais je te jure. Et quand on sort de chez nous, on part en ballerine, en basket, et quand on arrive à la soirée, ou je sais pas, ou même au travail, on les met à la dernière minute. Là, j'ai des talons, mais j'ai les pieds sur le sol, hein. Je les ai enlevés. Faut pas le dire. Et cette comédienne a lancé une pétition en ligne qui a été signée par 30 000 signatures. Alors, sachant que les Japonais sont des personnes très réservées et qui n'osent pas non plus dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas, dans les 30 000 signatures, je pense qu'elle aurait pu en collecter plus. Mais je pense que les 30 000 sont les courageux qui ont vraiment osé dire stop, quoi. C'est courageux déjà même d'avoir initié cette pétition. Et ils ont envoyé cette pétition au ministère du Travail. Et le ministère du Travail a dit qu'il est nécessaire et approprié de porter des chaussures, des escarpins au travail, malgré qu'aucun règlement intérieur ne le
ne le mentionne. Voilà. Nécessaire et approprié. C'est ce qu'il a dit. Ce sont deux termes qui n'ont absolument aucun sens. Bah oui. C'est ce qu'il a dit. Et la comédienne Yumi Ishikawa qui a lancé ce mouvement, c'est depuis qu'elle a travaillé dans des pompes funèbres. Avant d'être comédienne, elle a travaillé dans des pompes funèbres et on lui imposait de porter les talons dans des pompes funèbres. Oh là 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 là. Donc voilà. Donc, nécessaire et il a dit approprié et nécessaire de porter des escarpins. Car ce n'est pas écrit dans le... Même si c'est écrit dans aucun règlement intérieur. Donc... peu importe en fait le type de travail. Ah non, escarpin. Escarpin T'es une obligatoire. Femme, escarpin obligatoire. Bon, évidemment, je pense pas que dans le milieu hospitalier, ils doivent avoir des escarpins, mais au moins les métiers, je pense, d'image, d'accueil et par contre, bureau, quoi. C'est ça, je ne comprends pas. T'es dans un bureau toute la journée, escarpin. Difficile à comprendre. Et il y a eu la même chose avec les lunettes, hein. C'est en cours au Japon. C'est vrai. C'est toujours interdit. On est toujours obligé de porter des lentilles de contact. Maintenant moins, il y a beaucoup plus de japonaises qui portent des lunettes. C'est depuis qu'il y a une japonaise qui a eu les yeux très irrités à cause du frottement de la lentille et elle a presque failli perdre la vue. C'est là que le Japon s'est réveillé en disant bon, on va laisser aux femmes japonaises porter des lunettes à condition que ça soit très élégant, que ça soit pas non plus des verres imposants. Voilà. Qui remettent en condition le visage de la personne. Donc... voilà, là, beaucoup de progrès à faire quand même. Mais tu vois, Jennifer, ça, ce sont des acquis pour nous. On ne peut même pas imaginer que pour certaines personnes, c'est une obligation d'être inconfortable, de subir des moments de douleur tous les jours comme ça pour une activité qui est obligatoire. Aller travailler pour la majorité des gens, c'est obligatoire. Donc, on ne peut pas facilement se dérober. C'est clair. Mais ça me fait encore plus apprécier le fait de pouvoir porter des lunettes, de pouvoir porter des talons ou pas. Et on ne s'en rend pas compte. Exactement, c'est un luxe en fait qu'on a. Mais on a l'impression qu'au Japon, en fait, c'est vraiment... on stéréotype la femme. On veut que la femme ressemble à un certain modèle, à un certain modèle de féminité. C'est un peu sexiste, c'est ça. Oui, c'est ce qu'elle a dit. Sexiste, la comédienne, c'est comme ça qu'elle l'a déclaré. Et j'ai l'impression également qu'ils sont très attachés à leurs valeurs traditionnelles, qui sont en conflit avec la société moderne du Japon qu'on voit très high-tech. Et en parallèle... on voit vraiment une inégalité flagrante entre les hommes et les femmes. C'est clair. Et c'est très surprenant en fait. Et en fait, ça me fait penser également au geisha. Au geisha qui en fait, la geisha représente la pureté, la femme parfaite. Et je me demande justement si à travers l'obligation justement du port... Parce que c'est pas inspiré de ça, tu veux exactement, tout à fait. C'est vrai qu'elles aussi, elles avaient des talons. Oui, des talons. Exactement, et les pieds très compressés parce que le type de chaussure, en fait, était très inconfortable finalement. Sans parler de leur yukata avec le obi qui est très serré. Exactement. Et ça a l'air lourd aussi. Et j'en ai porté un et je peux te dire que même pour aller aux toilettes, au Japon, tu as deux styles de toilettes. Tu as un toilette normale et un toilette un peu turc à l'ancienne. Et j'avais demandé à une ancienne japonaise pourquoi. Et elle m'a dit c'est parce qu'à l'époque, les femmes portaient les yukata en continu. Et pour aller aux toilettes, c'est vrai que c'est impossible. Tu peux pas tout enlever, tu peux pas lever. C'est très non, c'est lourd et puis c'est comme c'est long, ça traîne presque par terre, c'est encombrant. Mais donc elles portent pas de sous-vêtements? Alors si elles portent des sous-vêtements, mais elles vont aux toilettes à l'ancienne. Les toilettes. Je pense même qu'elles se font habiller, elles peuvent même pas s'habiller. Oui, ou non, t'es obligé de te faire aider par quelqu'un qui t'attache le hobby très serré. Si c'est pas serré, tout tombe, c'est pas beau et tu peux pour des fois pas respirer quoi, tu vois. Voilà, et c'est pour ça que les chaussures, il y a pas de lacets heureusement parce que s'il faut faire tes lacets et tout, tu peux pas te baisser, c'est bloquant. En tout cas, elles font rêver, elles sont magnifiques. Elles font rêver. Et il y a quand même un prix parce que c'est pas toujours très confortable. Non. Pas toujours très confortable. C'est vrai que les escarpins, ça, on dit toujours, ça allonge la silouette. Ce qui est vrai. Plus grande, et c'est vrai. Je me sens. Mais c'est pas confortable. C'est pas mes chaussures que je plus à mon avantage. Oui, toutes les femmes, je pense, mais non. Puis ça galbe bien les jambes. Oui. Ça donne une belle silhouette. C'est ça. Ça met en valeur. Ça met en valeur. Ça met en valeur. Tout à fait. Ça met en valeur.
Et je pense que ça donne aussi un peu plus confiance en nous si on se sent plus belle, si on se sent mieux mise en valeur. Donc, ça booste aussi notre estime de soi. Mais il faudrait que ce soit un choix. Exactement. Je choisis de me mettre en valeur, de porter des escarpins. Pas obligé. On n'a rien contre les escarpins. C'est le fait de ne pas pouvoir choisir qui est aberrant. C'est ça. Et puis, comme tu dis, des métiers où les pieds sont cachés, à quoi Quel intérêt? Quel intérêt? Oh là là, qu'est-ce qu'on apprend? On finit pas d'apprendre, donc on voyage et on va continuer à apprendre. On va continuer sur cette lancée. Pour beaucoup d'entre nous, on associe le féminin à la création de la vie, à la maternité. On parle d'instinct maternel. Est-ce que c'est vraiment inné? Et il y a une tendance en ce moment dont on parle de plus en plus, Jennifer, qui remet sérieusement en question cet instinct maternel. Est-ce que finalement, c'est toutes les femmes qui l'ont ou peut-être pas? Dis-nous tout. Alors là, c'est vrai que c'est une question assez pointue, assez délicate, parce que c'est vrai que l'instinct maternel, on dit toujours, oh, c'est inné. Enfin, dans beaucoup de pays, une femme, j'ai eu une fille comme enfant, bon, bah plus tard, elle sera mère, elle me donnera un héritier ou elle me donnera des petits-enfants. C'est vrai qu'encore en 2021, il y a des pays qui ont encore cette vision-là, quoi, de la parfaite procréatrice, la parfaite, voilà. Et c'est vrai qu'à se demander, est-ce que l'instinct maternel, on l'a ou on l'a pas? Moi, pour ma part, pour mon opinion, je dirais que c'est pas tout le monde qui a l'instinct maternel. Je pense également. C'est pas tout le monde. Non, parce que non, je pense pas non plus. Il y a des femmes qui ont la volonté de ne pas avoir d'enfants parce qu'elles ne se voient pas pouponner, elles ne se voient pas donner le sein à un enfant et elles ne se voient pas non plus donner l'amour à un enfant. Et je trouve que c'est un très très bon choix de leur part de ne pas faire d'enfants. Dans la mesure où si c'est pour faire un enfant pour être comme tout le monde, être formaté et après rendre un enfant malheureux, je trouve responsable. Elles ont raison de dire non, je veux pas d'enfant, je me sens pas mère, voilà, je veux pas d'enfant, mes neveux et nièces me suffisent. J'entends aussi souvent cette phrase. C'est vrai. Donc voilà, donc pour moi, je pense pas que ça soit inné. Je pense pas qu'une femme naît tout de suite avec l'instinct maternel, bien qu'on joue à la poupée et tout. Pour moi, ça ne veut rien dire. Donc, est-ce que on serait plutôt conditionné à avoir cet instinct maternel parce qu'on a été entouré de poupées quand on était plus jeune, on nous encourageait à les changer, à les langer, à s'occuper de nos petits frères et sœurs. Enfin, quand on en avait. Est-ce qu'on n'a pas été conditionné à penser qu'on avait cet instinct maternel, même si c'était pas le cas? Peut-être, et pourquoi pas un petit garçon ne jouerait pas à la poupée aussi également, comme les petites filles. Je pense que le verbe que tu emploies, être conditionné, je pense que c'est un très bon mot parce que tout de suite, on a une petite fille, c'est obligatoire, on lui donne une poupée, un poupon. Exactement. Et pourquoi pas Je pense qu'au final, on a peut-être été un peu conditionné. Dans la mesure où, dans les années 60, avant les années 60, la femme était destinée à être mère et épouse. La femme ne travaillait pas. Et aujourd'hui, avec le changement des mentalités, les mœurs qui changent, la femme, aujourd'hui, a une carrière longue, en fait, et peut décider, en fait, est-ce que je veux un enfant ou pas. Moi, je sais, par exemple, que petite, je m'amusais avec mes amis, on se demandait combien d'enfants tu veux plus tard. Donc pour nous, c'était une évidence en fait. Et finalement, c'est pas forcément une évidence. Je pense que les circonstances de la vie également peuvent affiner ce choix-là d'être mère ou pas. Oui. Sûr. Comme tu dis, les circonstances de la vie, parce que là, on parle des femmes qui ne veulent pas être mères parce qu'elles ne se sentent pas la fibre d'une mère maternelle, on va dire. Après, il y a aussi des femmes qui voulaient dans le passé être mères, mais qui voient la société comment elle évolue. Déjà, je ne sais pas si vous avez entendu aux infos récemment, le taux de natalité en France a baissé. Oui, j'ai lu ça dans les Échos ce matin, c'est un grand titre. Fertilité également. De fertilité également. Donc, alors, il y a de la peur de faire des enfants, de se dire je vais faire un enfant avec le coronavirus qui est en ce moment et tout.
Voilà, il y a aussi les taux de mortalité, ils disent, infantile à la naissance qui ont augmenté également, dû aux soins et tout. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes qui se disent le monde dans lequel actuel on évolue ne me donne pas envie de faire des enfants. Je veux pas qu'ils soient malheureux. À quoi bon? Il y a d'autres enfants à adopter dans le monde qui sont aussi malheureux en orphelinat. Je préfère adopter un enfant, le rendre heureux que faire moi-même un enfant. À quoi bon? Et c'est vrai qu'il y a beaucoup maintenant de motifs autres que la fibre maternelle. Et oui. Non, vas-y, dis-moi. T'interrompre. Non, pas du tout. Je pense qu'il y a aussi des schémas familiaux qu'on ne veut pas reproduire parce que certains ont peut-être conscience qu'ils ont les mêmes traits de caractère que leurs ascendants, leurs parents. Exactement. Et ils peuvent avoir peur de maltraiter, de ne pas être à la hauteur. À la hauteur aussi. De la responsabilité d'élever un enfant. Il y en a peut-être qui... je sais pas, ont des maladies héréditaires et aussi qui ne veulent pas transmettre dans leur lignée. Mais en fait, il y a de l'extérieur, moi j'avais plutôt l'impression que c'était des gens qui ne voulaient simplement pas avoir d'enfants. Mais quand on creuse vraiment, il y a des raisons tellement multiples. Mais c'est incroyable. C'est incroyable les raisons, les mille et une raisons qu'on Il n'y a pas que l'instinct maternel qui ferait défaut. Non, il y a de tout. Franchement, il y a de tout. Il y a même récemment l'écologie aussi. Comment ça se présente? En fait, ce sont des femmes féministes et qui sont aussi très investies dans l'écologie et qui disent qu'un enfant, va déjà en CO2 coûter cher en CO2. Ah bon? Oui. Alors, j'ai des chiffres, des chiffres qui vont également vous amuser. Alors, récemment, il y a une étude qui a révélé que chaque enfant par an, chaque bébé par an représente 58 tonnes de CO2. C'est selon l'étude de l'université de Lodin Environmental Research Letters qui a dit ça en 2017, chaque bébé par an représentait 58 tonnes de CO2. Je pense aux couches, je pense à tout ça, la voiture aussi, l'essence qu'on doit... si on doit emmener à la crèche et c'est loin, la crèche est loin, ou faire toutes les démarches pour son bébé. Donc, suite à ça, il y a eu une étude qui a été réalisée par Arte, la chaîne Arte. Et c'est une étude qui s'appelait Il est temps. Et l'étude a été réalisée en mai 2020. On a eu les résultats en novembre 2020. C'est pour ça que je t'ai dit, suite à cette chronique, il y a eu de l'évolution. Ah oui. Oui, et ils ont interrogé des millions de personnes. Il y en a 400 000 qui ont répondu à l'enquête. Et il y a eu 42 millions de réponses aux 133 questions posées. Et suite à cette étude, il y a 25% des femmes qui ont répondu « Faire des enfants est une évidence ». Et les autres ont dit « Non, pas d'enfants, ça consomme trop de CO2 et ça va polluer ». Et oui. C'est comme les gens qui refusent de prendre l'avion pour des raisons écologiques. La même raison pour les enfants. La même raison. Et ils ont dit que si dans le futur, on sera dans une terre moins peuplée, ça ira mieux pour la terre. Mais c'est comme recycler des enfants adoptés. Je suis désolée pour l'image. Non, mais je comprends ce que tu veux dire. J'espère que c'est pas mal pris. Non, pas du tout. C'est pas recyclé, mais je comprends ce que tu veux dire. C'est l'enfant a été fait au lieu de le tuer, on le garde et on le donne à quelqu'un qui saura s'en occuper. Exactement, et on s'en occupe. C'est pas méchant, c'est une métaphore, quoi. C'est pas méchant. C'est être un parent vert. Exactement, voilà, écologiste. Parent écolo. Et il y en a 4% de femmes qui estiment que de faire des enfants au XXIe siècle est impossible suite à la société et tout ce qui s'en dégage. Parce que cette enquête n'était pas centrée sur l'écologie, c'était sur la politique, nos choix et sur la société. Mais moi, je me suis intéressée sur la partie écologie. Voilà. C'est très intéressant. C'est incroyable. Hein. Voilà. Il y a certainement d'autres... raisons dont on n'a pas conscience. Il y en a qui n'ont peut-être pas envie que ça soit un frein pour leur carrière. Oui. Qui décident peut-être de privilégier leur profession et après réalisent, c'est peut-être trop tard, ou qui n'ont vraiment plus envie. Enfin, je pense que ça peut être aussi
une raison, les raisons professionnelles d'avancement. Justement, il y a une petite partie dans l'enquête des femmes, comme tu dis, qui veulent se consacrer à leur carrière. Elles ont dit qu'elles vont faire congeler leur ovocyte en attendant et que maintenant, plus ça va, plus que la femme avance et plus qu'à 30 ans, 35, voire même 40 ans, 44 ans même pour certaines femmes, elles peuvent procréer des enfants, donc elles se stressent pas, elles font leur carrière et elles ont dit, bon, quand j'aurai 35 ans, 40 ans, je ferai mon enfant, j'aurai le temps de m'en occuper. Et il y a eu aussi dans cette enquête des résultats qui ont été révélés par rapport aux femmes qui préfèrent congeler leur ovocyte et attendre patiemment le moment venu pour faire un enfant. C'est responsable. Ouais, maintenant qu'on peut, avec la science, pourquoi pas? Pourquoi pas? Que ça soit le bon moment, qu'on puisse être vraiment bien présent. Que d'abandonner un enfant et voilà quoi. J'essaie de réfléchir à d'autres raisons. Peut-être aussi pour ne pas casser l'intimité du couple. Il y en a qui peuvent aussi choisir de temporiser ou même... Aussi, il y a tellement de raisons. Ou juste de rester à deux. Ouais. Parce que ça change tout. Ah bah oui, ça change tout dans un couple. Enfant. Avoir un enfant, c'est une autre dynamique. Et ça peut avoir une influence, c'est sûr. Il y en a qui peuvent ne pas avoir envie non plus de... Ne plus avoir la même vie de couple, j'imagine. La même liberté. La même liberté de voyager. De voyager, de disposer de son temps comme d'aller au restaurant sans avoir besoin de babysitter. Et justement, moi, je me pose la question, je me dis, c'est respectable, hein, les femmes qui ne veulent pas avoir d'enfants, il faut l'entendre, et il faut respecter leur choix. Mais je me dis, le conjoint dans tout ça, qu'est-ce qu'il en pense ? En fait, au final, c'est une décision qui peut être impactante, pas seulement pour la femme qui décide de ne pas avoir d'enfant, mais également pour le couple. Bien sûr. Si cette dernière est en couple. Et le deuxième point, je me dis, encore une fois, c'est du luxe. Parce que d'avoir un enfant ? Oui. De décider de faire le choix de ne pas avoir d'enfant. C'est vrai, parce que dans certaines sociétés, en fait, encore aujourd'hui, le fait de ne pas avoir d'enfant fait de toi une femme pas totalement accomplie. Oui, t'es pas complète comme ils disent, quoi. Exactement. C'est vrai. Les gens se posent des questions, ils vont se dire, mais qu'est-ce qui ne va pas chez elle ? Il y a un truc qui est louche peut-être. Alors que non, c'est mon choix. Je fais ce que je veux de mon corps si je veux pas faire d'enfant. Ou bien il y a des questions indiscrètes que les gens se permettent de poser, mais tu vas t'y mettre quand ? C'est pour quand ? Il y a l'horloge biologique. Tu peux en faire encore, tu vois tes règles. Ça aussi, cette fameuse question. C'est des questions super indiscrètes. Waouh. C'est vrai, c'est un choix, c'est un luxe. C'est un choix, c'est un luxe, hein, voilà. Et puis, il y a tellement de solutions maintenant, tu vois, adoption, ovocytes congelés, voilà, il y a plus besoin de se stresser si on veut un enfant, même à 50 ans, on peut adopter, hein. Voilà. Tout à fait. Mais après, il faut quand même se donner le temps de vivre avec son enfant. 50 ans, tu te dis... on sait que l'espérance de vie est prolongée, mais... c'est important également de passer le plus de temps possible avec son enfant. En tout cas, ça, c'est un autre luxe dont je n'avais pas conscience. Choisir d'avoir un enfant, choisir de mettre des talons ou pas, choisir de mettre des lunettes ou pas, c'est des super luxes. Est-ce que vous avez des coups de cœur ? Est-ce que vous avez des coups de cœur ou des coups de gueule que vous aimeriez partager ? Enfin, des choses qui se sont passées dernièrement. Pas particulièrement. Alors moi, j'ai un coup de cœur. Je vais vous parler de Djaïli Amadou Amal, qui est une écrivaine camerounaise. Je vois sa photo dans le métro. Exactement. Avec son livre, oui. Qui a remporté en décembre dernier le 33e prix du Goncourt lycéen. Donc, c'est un concours, en fait, avec un jury de lycéens pour son livre, en fait, qui s'appelle « Les Impatientes ». Et donc, c'est un roman super passionnant, en fait, qui traite les sujets de mariage forcé, de polygamie également. Et en fait, Djaïli Amadou Amal est un peu la porte-parole des femmes dans le sud Sahel, où, en fait... c'est une société très patriarcale et oppressante. Donc, c'est un livre que je recommande, en fait, et très inspirant, en fait, pour toutes les femmes, au final. C'est un peu un livre autobiographique. Donc, elle relate un peu son histoire parce qu'elle-même, elle a vécu
un mariage forcé. Et donc, à travers son livre, elle relate l'histoire de plusieurs femmes ayant vécu pas oublier des situations on est en similaires. 2021 et ça existe encore. Et ça existe encore. C'est ça qui est incroyable. Très inspirant, ça me donne envie de le lire, moi aussi. De le lire. Ouais, ça me donne envie de le lire. Les Impatientes. Les Impatientes Tout à fait. De Djali Amadou Amal. Voilà. Ok, merci. Ah. Moi, j'ai un coup de cœur. Alors, on est le 20 janvier 2021 et c'est l'investiture du nouveau président américain. Ah oui. Ce qui signifie que on a la deuxième personne la plus puissante au monde, c'est une femme, c'est Kamala Harris. Kamala Harris, ouais. Qui est aussi la première vice-présidente d'origine afro-américaine, d'origine asio-américaine. Et c'est une femme qui a accumulé les titres de pionnière depuis le début de sa carrière. Et c'est vraiment une source d'inspiration. Je pense qu'elle mérite qu'on lui accorde une vraie chronique pour qu'on parle vraiment de sa vie parce que c'est très, très inspirant. C'est la première procureure de Californie, mais elle a énormément de titres similaires, première de ceci, première de cela. Et d'ailleurs, je pense que sa mère a eu une influence sur elle parce qu'elle a dit elle-même, Kamala, elle dit, ma mère me disait souvent, Kamala, tu seras peut-être la première à accomplir de nombreuses choses. Assure-toi de ne pas être la dernière. Donc, c'est ce qu'on abordait tout à l'heure, cette solidarité féminine. Donc, sa mère l'a déjà conditionnée pour penser aux femmes qui viendraient après elle. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'elle a dit elle-même, Kamala, je suis la première à ce poste, mais je ne serai pas la dernière. Ça, c'est bien. Elle a ouvert, on va dire, une page pour les futurs. Elle a ouvert un portail. Elle a ouvert, c'est vrai que c'est plaisant de voir que le monde évolue maintenant et que voilà, maintenant on peut voir des ethnies, des nationalités diverses et variées accéder à des postes qu'elles n'auraient jamais pu avant, quoi. Ça fait vraiment plaisir. Alors, merci à toutes les deux d'avoir participé à cette émission. On a voyagé à travers l'espace, Grèce antique, Japon, États-Unis, le monde dans sa globalité. Au Soudan, non, c'était où, toi? Au Cameroun. Au Cameroun. Écrivaine camerounaise, mais elle relate la société Sud-Sahel. D'accord. Ouais. Donc, le dénominateur commun, c'est la femme. Donc, des sujets qui ont donné à réfléchir. On l'espère. L'émission est déjà disponible en replay sur Twitch et dans quelques jours sur YouTube et aussi sur notre site. On se retrouve mercredi prochain à 17h sur irm.radio et également sur le compte de IRM Radio sur Twitch. Rendez-vous également sur notre page Instagram, irm.radio, pour voir toutes nos belles photos, toute notre programmation alléchante. Et n'oubliez pas, une seule personne peut changer le monde, Rosa Parks. À bientôt. À bientôt.